Et on va finir cette journée avec alors on avait intitulé ça un débat, c'est une table ronde euh, sur le sujet de l'open content. La table ronde est intitulée Collection partagée, musée ouvert. Donc je vais appeler sur scène Leïsa Paoli, Xavier de Montfort, Roy Amit et Rémi Matisse. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet pour la table ronde? Il se trouve que sur le site du Clic, depuis 2 ans, on relaie régulièrement les annonces des musées anglo-saxons qui déversent, hein, le terme est pas très joli, mais qui déversent leurs images sur Internet, hein, d'abord sur leur plateforme, enfin sur leur propre site Internet. Et quand je dis ils déversent, c'est souvent par centaines de milliers d'images en haute qualité, etc., téléchargeables. Ça avait commencé avec le Rich Museum il y a maintenant presque 3 ans. Et beaucoup de musées américains ont pris le relais. J'ai fait une petite liste juste en rappel des différentes annonces qui ont été faites depuis 2 ans de ces déversements massifs d'images sur leur propre site Internet. Autre phénomène qu'on a observé, c'est le fait que ces images, hein, non seulement étaient abondamment mises en ligne sur les sites Internet, mais étaient aussi délocalisées ou apportées sur des plateformes extérieures, hein, notamment Google Art Project, ou sur Wikipedia Commons par exemple. Et en observant toutes ces annonces, on s'est rendu compte peu à peu que les Français étaient plutôt moins présents. Pour vous donner une idée, sur Google Art Project, il y a 600 musées partenaires et il y a 28 musées français, alors qu'on est plutôt en proportion des institutions culturelles fortes dans le paysage mondial, on est à une proportion sans doute plus importante. Sur Wikipedia Commons, on a été un peu plus peut-être volontariste, où il y a eu quelques collectivités comme Toulouse, mais Rémi en parlera. Et sur les sites Internet eux-mêmes, très très peu d'expérience ou de réalisation, de mise à disposition massive de ces contenus. Et quand je parle de contenu, c'est évidemment les reproductions d'images. Et c'est un sujet d'actualité. Rien que la semaine dernière, il y avait 2 articles dans la presse américaine, notamment un article dans le New York Times, qui revenait justement sur la stratégie des musées américains de déversement de ces images, de mise à disposition massive de ces images, avec comme effet induit que lorsque l'on tape sur Google Images, je ne sais pas, Cézanne ou Picasso ou Matisse, que les images maintenant qui apparaissent en priorité sont souvent les images du Metropolitan, du Frye Museum ou d'autres musées et pas nécessairement les musées américains. Les musées français, pardon. Donc l'idée de cette table ronde, c'était d'essayer de comprendre d'abord pourquoi des musées français quand même y vont, et les 3 musées dont on va parler y sont, et essayer de comprendre aussi pourquoi ils n'y sont pas plus, éventuellement. Et on va passer 1 heure ensemble, donc ça va être très court, mais juste pour cette table ronde va servir un peu de teasing, puisque le 1er avril, on organisera au Musée des Arts et Métiers, le 1er avril matin, une demi-journée où on invitera aussi des avocats pour parler des problématiques de droit. On invitera 1 ou 2 parlementaires qui s'occupent de ces problématiques d'accès au contenu. Et donc on passera 4 heures ou 5 heures sur ce sujet. Là, l'idée, c'était d'essayer déjà de pré-explorer la problématique. Donc on a essayé de faire un échantillon extrêmement représentatif, puisqu'on a un musée d'art en région qui est privé, que je vais mettre dans la catégorie des petits musées. Donc c'est le musée d'art de Mougins. On a un musée des sciences qui est le musée des arts et métiers. Et on a une grande institution à couverture nationale qui est la RMN. Et Rémi représentera une plateforme extérieure, puisque Rémi est l'ancien président de Wikimedia France, et donnera le point de vue de la plateforme extérieure qui peut participer à la diffusion des images. Donc pour commencer, je voudrais donner la parole à Leïsa. Donc je vais donner la parole d'abord aux 3 institutions,
qui vont dire un peu qu'est-ce qu'elles ont fait chacune de leur côté en mise à disposition de leurs images, les écueils éventuels qu'elles ont rencontrés, éventuellement les projets nouveaux. Ensuite, je donnerai la parole à Rémi et ensuite on essaiera de se garder du temps pour une discussion avec la salle. Et donc je laisse la parole d'abord à Léisa pour nous parler de sa stratégie. Bonjour, merci Pierre-Yves de m'avoir invité. Malgré le fait que ça fait longtemps que je suis en France, dans ce genre de situation, j'ai l'impression des fois de faire ma Jane Birkin, donc je vous prie d'être tolérant pour les erreurs de français que je vais sûrement commettre. Bon, comme on a entendu ce matin lors des différentes présentations, nous vivons dans un monde qui est en évolution en permanente, avec une rapidité qui est impressionnante par rapport à avant. Et l'Internet et les nouvelles technologies sont aujourd'hui totalement omniprésents dans la majorité des foyers lorsqu'il s'agit de faire des recherches ou des quêtes sur des nouvelles informations. À un tel point que le mot to Google est rentré dans le dictionnaire en 2006. On peut presque dire qu'il y a une seule réponse à toute question, just Google it. Donc, comme a raconté ce matin Raphaël Berger, 83% des foyers sont équipés d'Internet qu'ils utilisent quotidiennement pour préparer leurs sorties, leurs visites, leurs restaurants, leurs achats malins, leurs voyages, etc. Et on a pu constater que 35%, plus de 35% de cette population utilisent l'Internet pour préparer ou enrichir leurs visites dans des institutions culturelles ou des musées. Et cet accès facile à une pluie d'informations sans fin remet au goût du jour cette envie, cette soif d'apprendre, de s'éduquer, de découvrir des choses. Et peut-être les gens qui auparavant ne seraient pas intéressés à aller dans les musées, du coup découvrent et apprécient à nouveau l'art et l'histoire. Et en tant qu'institution culturelle et musée, c'est notre devoir de protéger et de partager surtout maximum de nos œuvres d'art qui constituent notre patrimoine commun. D'autant plus que la France est, comme vous avez dit, est bien bénie par un patrimoine culturel fantastique. On a une vocation qui est presque éducative, d'où l'importance, je trouve, de la présence des musées sur les plateformes numériques qui nous sont proposées. Nous avons entendu ce matin Philippe et Sarah de Cut Salmon faire référence au Metropolitan à New York qui ont ouvert tout récemment un département numérique en 2013 et le témoignage de Chris Michaels du British Museum qui en a fait autant. Bien sûr, la question du budget se pose dans la salle et les chiffres donnés sont quand même importants. Et donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai décidé de collaborer avec Google Cultural Institute. Et je vous avoue avec toute transparence que les solutions proposées à zéro coût sont quand même très attirantes. En tant que musée privé, nous n'avons aucune subvention accordée, donc je dois gérer un budget commercial. Nous sommes un SAS, donc j'ai un budget qui est difficile à gérer. Et bien sûr, comme dans beaucoup de domaines, les premiers budgets à être réduits ou presque supprimés sont ceux de la communication et le marketing. Donc, bien évidemment, le fait que tous ces produits-là sont proposés gracieusement par Google, c'est quand même intéressant et ça nous fait tendre l'oreille. Mais bien évidemment, ce n'est pas la seule raison. Google Art Project a pu fournir pour nous, le MACM, le Musée d'art classique de Mougins, une vitrine qui était primordiale vu notre situation géographique et la jeunesse de notre musée. On a ouvert en juin 2011 et nous sommes situés dans une petite village haut perché sur la côte d'Azur qui est magnifique, qui est très pittoresque, mais qui ne profite pas du passage qu'on puisse trouver dans les grandes villes comme Marseille, comme Paris, comme Lyon, etc. Donc, attirer des visiteurs quotidiennes, ce n'est pas évident. Et surtout, le bâtiment dans lequel se trouve le musée, c'est une ancienne maison médiévale, le village est médiéval, et nous avons gardé la façade d'origine. Donc, on peut se demander, si on ne le sait pas, qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs. Donc, justement, les visiteurs potentiels se posent la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je dépense mes 12 € d'entrée dans ce musée, dans un petit village sur la Côte d'Azur où je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc,
Google Art Project pour nous, ça a vraiment donné une vitrine. Parce que bien évidemment, quand on rentre dans un musée, la personne à l'accueil va vendre la collection, va essayer d'inciter la visiteur à rentrer, à dépenser ses 12 euros ou 7 euros pour les seniors, à venir. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et de plus en plus maintenant avec toutes les utilités que nous avons. Et donc, on préfère faire nos recherches nous-mêmes. On préfère savoir que les 12 euros, ça va être bien dépensé et qu'on va bien voir ce qui a été mis sur le site. Donc, les outils que j'ai découverts lors de l'inauguration de l'Institut culturel de Google m'ont apparu évidents. Voilà, évident. Avec on peut être en Australie, on peut être à Paris, on peut être à Lyon, on peut être en Angleterre, et on peut se renseigner ce qu'il y a dans notre musée d'une façon plus vivante que sur notre site institutionnel. Bien sûr, notre site web est fourni d'images, à des petites vidéos de notre musée, etc. Mais là, le visiteur peut vraiment se déplacer. Nous avons utilisé plusieurs produits proposés par Google. Mais beaucoup moins que mon voisin, qui je pense est beaucoup plus réactif, mais ce n'est qu'un début. Mais déjà, nous avons utilisé le Museum Street View, donc on peut se balader au travers le musée, que pour nous est très intéressant parce que nous sommes un petit musée en taille, mais on a une grande collection. On est sur 4 étages, il n'y a que 400 mètres carrés, mais dans ces 400 mètres carrés, il y a quand même 800 œuvres qui partent de l'Égypte ancien. Nous avons des sarcophages qui datent de 3000 ans et nous passons par donc des trésors de l'Égypte ancienne qui sont fantastiques, en passant par la Grèce et Rome jusqu'au jour présent. Et nous avons un concept qui est assez unique en France. C'est que nous avons fait un dialogue entre l'art néoclassique, moderne et contemporain avec les antiquités égyptiens, grecs et romains. Par exemple, quand vous êtes face au sarcophage qui a 3000 ans, il est veillé par 3 sphinx, le sphinx de Cocteau, le sphinx de Rubens et le sphinx de Robert. Donc on a fait tout un voyage au travers les siècles et une vue sur l'art est interprétée à la façon différente de chaque artiste. Et donc ce genre de choses, il faut vraiment le voir pour le croire et le comprendre que ça puisse marcher et que ça ne heurte pas les visiteurs. Et donc pour nous, le Google Cultural Institute, le Art Project, le Museum Street View, le Gigapixel, les objets en 3D, c'est très intéressant parce que nous mettons en vitrine notre musée pour inciter les gens à venir. Donc on a commencé à peine, on va continuer. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres produits que j'aimerais bien explorer, mais nous commençons tout doucement. On est un petit musée, une petite équipe, etc. Mais nous avons déjà à peu près 2000 visites par mois sur notre page Art Project, 5000 sur notre site institutionnel. Et j'ai honte de dire ça quand j'ai entendu les chiffres tout à l'heure de British Museum, mais nous avons que 1600 visiteurs par mois en moyenne physique. Donc c'est presque le triple en visite virtuelle. Et c'est pas inquiétant parce que c'est une cible où on élargit le cible. On touche les gens qui sont à l'autre bout de la planète ou qui sont momentanément indisponibles de pouvoir venir ou qui sont permanemment inaccessible de venir. Donc on jette loin, le galet tombe dans l'eau et ça fait des ronds comme ça et ça revient à nous. Donc d'avoir toutes ces visites virtuelles, pour moi, sont très intéressants. Et voilà, et le monde et les personnes qui l'habitent changent à toute vitesse, mais malgré cela, et malgré toutes ces nouveautés, l'art et notre histoire demeurent cruciales. Il faut le partager, il faut qu'on se joigne tous ensemble, les musées, avec ces outils numériques qui nous sont proposés pour justement les aider à s'ancrer plus fortement dans les sociétés. Merci, Elisa. Merci. C'est intéressant vos chiffres, effectivement, d'avoir plus de visiteurs virtuels que réels. Des institutions qui aujourd'hui ne sont pas sur Google Art Project ou même ne veulent pas mettre leurs images sur leur propre site, parmi les arguments évoqués, c'est cannibalisation du virtuel par le réel.
vous n'êtes pas du tout posé cette question? Bien sûr, c'est une question qui est primordiale et on hésite énormément avant de se lancer là-dedans, mais je pense que réellement, c'est comme un teaser, c'est comme une bande-annonce d'un film, c'est comme écouter la dernière chanson qu'on a téléchargée sur Apple Tunes. Si notre groupe préféré va passer en concert, on va quand même aller voir le concert parce que rien ne vaut plus que de voir de l'art dans toutes ses formes en vrai. Donc je pense que c'est juste quelque chose qui nous... voilà, au contraire, ça me réconforte. Je me dis, il y a 7000 personnes qui prennent la peine de regarder notre collection, notre musée, notre concept original en ligne. Je pense qu'un jour ou l'autre, je sais que ça ne va pas être demain, ils vont venir. Donc pour moi, c'est poser des jalons partout dans le monde. Et est-ce que vous avez regardé quelle est la proportion des visiteurs de votre site internet qui proviennent de Google Art Project? Non, j'ai pas pu avoir cette information, non. Bon, si vous avez l'information... Oui, je suis à l'affût de la trouver, mais pour l'instant, je ne l'ai pas eu. On va passer à une deuxième histoire, donc du Musée des Arts et Métiers, qui est également sur la plateforme évoquée par l'EISA et qui se pose des questions sur ses développements futurs. Absolument, merci Pierre-Yves. Peut-être pour faire comprendre, sans rentrer dans les détails, les raisons de la motivation du Musée des Arts et Métiers à être plus présent, à partager mieux ses collections sur les outils numériques qui sont proposés de nos jours. En fait, je vais passer par les raisons de la fondation du Conservatoire national des arts et métiers, en fait, qui l'explique en fait assez bien. D'abord, le Conservatoire national des arts et métiers, en fait, est l'établissement tutelle du Musée des arts et métiers. Il est sous la tutelle ministérielle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il a, depuis l'origine, une mission nationale de diffusion de la culture scientifique technique. C'est une mission extrêmement forte qui dépasse maintenant très largement les frontières hexagonales, puisqu'il est présent en fait en Russie, en Chine, au Maroc, au Canada, etc., etc. Donc c'est la mission en fait qui donne sens à nos actions de diffusion de la culture scientifique technique. Il a été fondé en 1794 comme moyen de perfectionner l'industrie nationale, comme condition d'un renouveau économique et social. Quand on dresse peut-être un rapide parallèle avec notre époque très actuelle, on comprend en fait le sens de cette institution. Il avait donc comme mode de fonctionnement le rassemblement des inventions neuves et utiles, de manière à les présenter en démonstration publique aux artisans de France, de manière à ce que chacun puisse perfectionner son industrie, en participant en fait ainsi au développement économique français. Il a, dès le départ, et c'est un point important, recruté notamment des dessinateurs qui avaient pour objectif de dessiner les collections, d'en réaliser des maquettes de façon à ce qu'elles soient diffusées sur le territoire national, conformément en fait, à sa mission. Donc les collections du musée, les plans, les dessins ont été constitués ou réalisés pour être un bien commun dès le départ. Il y a peut-être une petite anecdote, en fait, dès 1802, la direction du conservatoire, sur une requête du gouvernement de l'époque, en fait, avait refusé d'appliquer en fait, un système d'entrée payante à l'établissement parce qu'il était destiné en fait, à l'instruction de la classe populaire et notamment industrielle. Puis le conservatoire en fait, a bifurqué, en fait, il a créé des chaires en fait, à partir de 1819. Donc ce petit préambule en fait, n'est pas juste pour expliquer ce qu'est l'établissement, il explique aussi, me semble-t-il, notre mission et l'intérêt que nous avons de nos jours, avec les outils qui nous sont proposés, à assurer en fait, plus largement encore notre mission de diffusion de la culture scientifique technique. Alors on l'a fait, ça a été évoqué, il n'y a rien de novateur, d'une part avec l'Institut culturel Google, avec une collaboration qui a été initiée en 2013. On a notamment mise en ligne, je ne sais pas si on a les images, oui je crois, mise en ligne en fait une première exposition sur la Statue de la Liberté. C'était pour nous en fait un clin d'œil de mettre sur la plateforme de Google le cadeau du peuple français au peuple américain. On a prolongé fin 2013 avec la visite virtuelle du musée, Street View. Pour indication, en fait, le musée des arts et métiers sont 6500 mètres carrés ouverts à la visite sur 3 niveaux.
Et puis, nous avons eu la chance en fait, de pouvoir participer, grâce à Google, à la publication en décembre 2014 de l'application mobile, en même temps qu'à la publication de l'exposition Blériot. Cette application mobile, elle présente en haute définition plus de 200 objets du Musée des Arts et Métiers, avec les textes rédigés en interne par nos chargés de collection et éventuellement nos médiateurs. On y reviendra sans doute en fait, dans le cadre de la discussion. Elle présente 2 heures de visite audio guidée et un accès à la visite virtuelle gratuitement en fait, à nos visiteurs. Donc notre mission, si elle peut être mise en œuvre grâce à ces applications au sein du musée, voire à l'extérieur du musée, en fait, il n'y a pas de souci, en fait, on va dire, philosophique pour nous. Par ailleurs, donc je passe à Wikimedia. On a initié une collaboration avec Wikimedia en organisant notamment une très longue réunion de sensibilisation de plus de 4 heures, en fait, à laquelle Pierre-Yves, tu étais présent, pour expliquer assez largement aux chargés de collection, responsables de collection, certaines personnes des services administratifs, des départements pédagogiques, à quoi ça pouvait servir, en quoi ça correspondait en fait à notre mission de service public de diffusion de la culture scientifique et technique, au-delà des portes du musée, notre mission ne s'arrête pas là, répondre en fait aux interrogations multiples touchant au droit, à l'autorité, au statut en fait des textes, des images, etc. Et on a été en fait assisté sur cette réunion par notamment Claire Séguret du musée de Cluny, Sandrine Vallée-Potel du musée de la céramique, et puis naturellement la présence de Anne-Laure Prévost et Rémi Matisse de Wikimedia. On a l'intention en fait d'aller plus avant, de diffuser plus largement en fait nos connexions, de les montrer, de répondre encore une fois en fait à notre mission, qui est la mission première de notre établissement pour ce qui concerne la culture scientifique et technique. Donc tous ces points en fait sont en réflexion et puis on a bien l'intention en fait de manifester encore mieux grâce également à Google nos collections sur l'application. Alors peut-être dire hein, ce que tout le monde sait, j'imagine dans la salle, c'est que ces projets sont portés pour l'instant essentiellement, on va dire par la communication pour simplifier. Au sein de l'établissement. C'est regrettable, c'est difficile, mais voilà, on a bon espoir en fait de convaincre. Merci Xavier. On va passer à la 3e institution culturelle, la plus grande sur cette scène, avec Roy. Alors, Roy est le directeur adjoint des activités numériques et il se trouve aussi que tu as une double casquette, puisque tu es à la fois en charge du pilotage d'activités numériques, mais également de la photothèque de la RMN, qui doit être la plus grande photothèque de France en matière d'art. Hein. Donc, du coup, ça a une incidence sur la discussion qu'on a aujourd'hui. Donc, quelle a été la position de la RMN, un Grand Palais, par rapport à la diffusion des images et à leur exportation sur des plateformes extérieures? Bonjour, merci. Et en effet, la RMN Grand Palais, on n'est pas un musée, enfin, on n'a pas une collection propre. On est un établissement public à multi-activités et multi-services. On a pour but d'être un porte-accès à la culture et dans ce sens, d'accompagner nos partenaires qui sont donc des musées ou d'autres types d'établissements, d'une part, d'autre part, d'accompagner et de dialoguer directement avec les différents types de publics. Et dans ce sens, bien évidemment, la question d'ouverture, de partage est essentielle. Et peut-être de faire un clin d'œil, le titre de ce débat est collection partagée, ouverture de musée, point d'interrogation. Peut-être il faut simplement remplacer le point d'interrogation par point d'exclamation, que je pense on les partage. Cette question donc d'ouverture et des partages fait partie de ce qui est donc le numérique en sens large, un écosystème dans lequel il y a différents types donc des contenus et des usages.
donner quelques exemples au-delà de ce que on a parlé ce matin de quelques exemples de nos actions des derniers temps à travers d'expositions comme Auguste, Monumenta ou Durand-Ruel avec Exhibition on Screen. Qu'en 2014, on a pu expérimenter, par exemple, de manière très large, la prise de photos dans nos expositions, dans nos lieux, même les expositions temporaires, et leur partage immédiat sur tous les supports, même au sein de l'exposition, hein, à travers donc des écrans et d'autres interfaces. On a pu réaliser une très belle opération avec une plateforme internationale de type Artsy, hein, à travers à la fois notre mission comme tête des ponts pour les musées nationaux. On a pu mobiliser une grande partie des musées, des services de compétences nationales pour y être présents à travers donc à la fois une présentation et des sélections donc d'images. Une autre action qui va dans ce domaine, ce sont les MOOC. Donc on a pu réaliser un projet magnifique avec la plateforme Solerni de Orange autour donc l'impressionnisme. Ça c'est en effet c'est une plateforme complètement extérieure à nos plateformes sur lesquelles nous on a la main éditoriale en direct, mais sur laquelle on a pu réaliser ce projet qui a touché énormément de monde, qui continue encore à toucher et qui est content de sa réussite. On se projette pour l'année prochaine avec de nouveau ce type de projet. Un autre exemple qui a été évoqué, donc Google Art Project par exemple, la RMN Grand Palais, comme accompagnateur de nos partenaires, est présente sur cette plateforme dès ses premiers jours. On a accompagné Musée d'Orsay, Château de Fontainebleau. Les images sont gérées par notre organe mutualisateur qui est l'agence photo. Et donc, on est présent sur cette plateforme. Et on y sera même davantage très prochainement avec une opération inédite sur certains éléments et monuments. Ayant dit ça, ça revient à notre, je dirais à nos missions, hein, qui sont donc de toucher une audience au plus large, donc de les accompagner dans ces usages, d'être où se trouvent donc nos publics, de s'engager avec ces publics à travers donc les différents types donc des interfaces et des activités numériques, et aussi de créer des valeurs, et valeurs au sens large du terme, qui sont donc des valeurs pédagogiques, des valeurs d'information, mais aussi donc des valeurs des revenus. Et là, je fais référence directe, mais je fais la paraphrase de ce qui a été dit ce matin avec Reach, Relation and Revenue, enfin, à la française, si vous voulez. Donc, on partage je dirais ces missions entièrement, et je profite pour peut-être annoncer nos grandes actions pour les prochains mois, pour être même plus et encore mieux ouverts ou de se trouver où se trouvent nos publics. Donc, je disais tout à l'heure qu'on n'a pas une collection des œuvres. Les collections sont des collections nationales, sont aux différents musées. On a donc cette fonds photo, hein, qui est le fonds photo des collections nationales et d'autres collections d'ailleurs. Aujourd'hui, dans ces fonds photo, il y a 500 000 images venant donc des collections nationales et 850 000 images en tout. Ces images disponibles aujourd'hui pour des usages plutôt du type commercial, ils sont disponibles et d'ailleurs visibles sur les web, sur le site photo.rmn.fr, à l'usage de l'ensemble, je dirais, des métiers de l'image, que ce soit donc des éditeurs, des e-éditeurs ou d'autres créateurs de contenu qui ont besoin des images.
aussi commerciales comme scientifiques. Et ces images-là sont disponibles à d'autres pour faire leurs propres besoins et usages. On va doubler cette interface qui aujourd'hui est interface web à destination plutôt donc des professionnels, avec une interface web à destination du grand public pour donner encore une meilleure visibilité, un meilleur rayonnement de ces contenus. On ne va pas simplement rester là en éditant une autre interface, donc une interface supplémentaire, mais avec donc des fonctionnalités grand public. Cette ouverture est couplée aussi par une plateforme des API qui va permettre à des développeurs, à des professionnels de numérique de se connecter en direct à cette base et de créer leurs propres usages, leurs propres propositions des usages avec cette base photo. Nous et nos partenaires directs, on crée tous les jours ce type d'usage, mais l'idée de cette plateforme API, qu'on puisse ouvrir cette base à de nouveaux projets, à de nouvelles idées que nous, soit on ne les imagine pas, soit on n'est simplement pas eu ni le temps ni les moyens de les faire. Et donc cette ouverture-là s'inscrit véritablement, je dirais, dans ce qui est aujourd'hui nos missions des partages. Avant de laisser la parole, je veux dire, la question peut-être n'est pas s'il faut ouvrir, s'il faut partager. La réponse est bien évidemment oui. La question qu'il faut qu'on se pose, et ça c'est par rapport à chacun à ses missions, dans quelles conditions on les fait. Parce que ces conditions-là, bien évidemment, on vit dans un monde avec différents types donc, de contraintes, différents types donc, des partenaires. Et la question des conditions de cette ouverture est peut-être je dirais, la question principale. Et j'imagine qu'on aura les conditions d'y revenir dans l'échange qui va suivre. Merci pour cette annonce, du coup. Donc, c'est la première fois que tu évoques ce sujet. Donc, pour récapituler, cela veut dire qu'un développeur d'application qui voudrait utiliser tout ou partie de tes images, des images de la photothèque, pourra utiliser l'API. Et est-ce qu'à l'image du RISC ou du Cooper qui se sont lancés sur ce système d'API, est-ce que si je suis dans un usage commercial, tu donnes ton accord et il y a partage éventuel de recettes, et si je suis dans un usage non commercial, il y a une simple autorisation ou même pas d'autorisation de ta part pour utiliser cette API? Tout à fait. Là, on met les doigts sur la question donc, des conditions donc, des usages. Et oui, donc, pour des usages culturels, pédagogiques, scientifiques, l'utilisation de cette API va être gratuite. Par contre, pour tout un usage commercial, il faudra nous contacter pour un système donc, de partage, simplement pour vous dire, des revenus qu'on collecte des différents usages de notre fonds photo. On n'est pas une société, et donc notre mission n'est pas de créer donc, des bénéfices. Donc toute création donc, des revenus est réinjectée dans les systèmes et rétrocédée à nos partenaires. Donc ça, c'est vraiment une annonce importante aujourd'hui de la part de la RMN. Je vais passer la parole à Rémi pour réagir peut-être sur cette annonce et surtout pour donner un peu faire un peu un état de la situation des musées français par rapport à Wikipédia et peut-être plutôt à Wikipedia Commons. Ce qui fera la jointure avec ce que vient d'évoquer à l'instant Roy. Oui, alors ce sera peut-être plus facile que je parle déjà de manière générale et qu'éventuellement on revienne sur ce que fait la RMN et cette annonce qui en effet semble intéressante et il faut qu'on en discute. Pour parler de ce qui se passe sur Wikimedia Commons et donc Wikimedia en général, alors peut-être une petite introduction pour être bien clair. Donc pour tout ce qui se trouve sur Wikipédia,
que vous le regardiez en version française, en version anglaise ou dans toute autre langue, il y en a près de 300, les images se trouvent sur un site qui est centralisé, qui s'appelle donc Wikimedia Commons, sur lequel vous avez environ 25 millions, là je viens de regarder, 24 600 000 et quelques, documents multimédia, essentiellement des photographies, quelques films, quelques sons, mais donc essentiellement des photographies. Et sur ces photographies, bien sûr, le grand enjeu qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut proposer qui soit réutilisable, puisque Wikipédia est entièrement sous licence libre ou dans le domaine public et donc librement réutilisable. Et donc, de quelle manière mettre à disposition ces photographies, d'où elles viennent et comment s'assurer qu'elles sont bien réutilisables par quiconque en les prévenant contre toute demande des éventuels auteurs de ces photos pour être sûr que juridiquement c'est bien cadré et que ça ne pose pas de problème. Et donc, du coup, ce grand enjeu de la photographie dans Wikipédia, pour parler au sens large, explique que les musées soient au centre de l'attention des institutions qui sont autour de Wikipédia, donc la Wikimedia Foundation au niveau international, et chacun des chapitres nationaux liés à Wikipédia, donc Wikimedia France en France, et pareil, Wikimedia Deutschland en Allemagne, UK au Royaume-Uni, et ainsi de suite, qui ont dès 2007 pris langue avec un certain nombre d'institutions culturelles pour faire en sorte que ces mines extraordinaires de documents patrimoniaux puissent partager et que, puisque nous avons finalement les mêmes buts qui sont de mettre à disposition la richesse culturelle et patrimoniale donc à la disposition de tous, on puisse travailler ensemble et que les numérisations se retrouvent sur Wikimedia Commons pour qu'elles soient réutilisables par tous. Donc justement, pour quelles raisons partager, il me semble qu'il y a quelque chose qui est important à préciser au-delà de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est qu'on est sur Internet où il y a des questions d'usage qui sont très importantes et que sur Internet, les gens ne se contentent pas de regarder, mais ils réutilisent. Et donc, au-delà de ce que propose Google Art Project, etc., il est important de réussir à coller à ces usages nouveaux, plus ou moins, enfin aussi anciens que Internet, ce qui commence à faire un certain temps maintenant. Enfin, les jeunes étudiantes maintenant ont fait toutes leurs études du primaire jusqu'à la fac sur Internet, et donc c'est quelque chose qui n'est plus vraiment nouveau. Et si on ne permet pas cette réutilisation, il faut être clair que les gens réutiliseront quand même et que ça voudra dire du piratage. Donc il faut réussir à trouver un moyen terme et trouver des modèles économiques, des modèles pratiques, des modèles juridiques qui permettent cette réutilisation, qui bénéficie en tout premier lieu aux institutions elles-mêmes, ce qu'on voit très bien avec la vogue des community managers dans différentes institutions qui mettent en valeur et qui permettent justement de faire en sorte que ces fonds patrimoniaux qui auparavant bénéficiaient à une petite communauté de chercheurs ultra spécialistes est maintenant visible par tout le monde avec des très très grandes réussites, que ce soit dans certains musées, que ce soit dans certaines bibliothèques, la BNF, etc., où ça fonctionne extrêmement bien sur Facebook, sur Twitter et ainsi de suite. Et sans oublier que ce n'est pas parce qu'on s'adresse à un grand public qu'on oublie les usages traditionnels, et que du coup la question des réutilisations pour un usage scientifique est toujours posée, avec toujours de très gros problèmes. Et moi-même, en tant que rédacteur en chef d'une revue scientifique, on a toujours des gros problèmes et des incapacités à publier certains articles en raison de conditions de réutilisation qui ne sont juste pas possibles pour une revue qui n'a pas d'argent. Et donc les enjeux se posent fondamentalement. Et au-delà des réutilisations, simplement de montrer toutes les questions actuelles de remix, réutilisation, etc., dont on a pas mal parlé ces derniers temps, si vous vous intéressez à ces questions-là, parce qu'il y a eu le Festival du domaine public ces 15 derniers jours, qui a eu une grosse couverture presse avec la plupart des journaux nationaux qui en ont parlé, qui montrent que c'est véritablement des véritables enjeux de quelle manière pouvoir réutiliser ce patrimoine qui est censé nous être commun à tous et qui parfois est plus ou moins facilement réutilisable. Il me semble que ces questions-là posent des questions au niveau des institutions, bien évidemment, puisqu'on passe finalement d'une culture à une autre, et en particulier, il faut réussir pour les institutions à se décentrer, c'est-à-dire réussir à
penser que le musée n'est pas central, que le musée est juste un moyen pour atteindre une fin, et que ce qui est central, c'est les collections et les gens auxquels on s'adresse, et que finalement, nous autres, chargés de collection, chargés de communication, etc., nous sommes de pauvres petits scarabées au service d'une communauté plus générale, et que ce qui est important, c'est pas nous, c'est les gens qui réutiliseront ça, ce qui n'est pas forcément bon pour notre ego, et ce qui en tout cas doit être fait, mais ce qui veut dire une remise en cause de toute une culture scientifique qui existe, avec pourtant des gros bénéfices par derrière, en tout cas au premier lieu une visibilité beaucoup plus importante. Je vous donne qu'un seul exemple, qui est le musée de Versailles, avec qui Wikimedia France a commencé à travailler à partir de 2011 et continue à travailler aujourd'hui. Et même pour une institution absolument gigantesque et connue dans le monde entier, telle que le château de Versailles, Wikipédia reste un plus pour la visibilité. Et quand une image est mise sur l'article Wikipédia sur le château de Versailles en français, en anglais et du coup réutilisée dans différentes langues, on parle de plusieurs centaines de milliers de vues chaque mois, et c'est véritablement un moyen de toucher un public nouveau, et également par le fait que ce soit multilingue et que du coup on puisse toucher des Russes, des Chinois, des Japonais, des Coréens, c'est-à-dire des gens qu'on ne touche pas forcément par les sites institutionnels. Sans parler de capacité, d'un point de vue assez de com au sens le plus bas du terme, mais qu'il y a possibilité de faire un certain nombre de coûts de communication, et en particulier ces derniers temps. Alors, sur le fond, en ce qui nous concerne, on a fait voler des drones au-dessus du château de Versailles dernièrement, ce qui a permis de prendre des photos absolument exceptionnelles, et c'est le genre de choses qui plaît beaucoup au public, et donc du coup, on a une couverture com sur ça qui est assez impressionnante. Et que quand on parle de visibilité, on ne parle pas seulement de visibilité dans des journaux au sens traditionnel, avec un article qui dit « Oh, c'est formidable, tel musée fait ça », mais c'est également une visibilité au sens profond. C'est-à-dire que sur Wikipédia en particulier, tout ce qui apparaît apparaît de manière structurée pour un certain nombre d'informations, ce qui veut dire que c'est directement réutilisable par le web tel qu'il existe actuellement, par le web sémantique, à travers un certain nombre de projets justement de sémantisation de Wikipédia, ce qui veut dire qu'en gros, ce qui sort dans les moteurs de recherche actuellement, c'est cette manière de vivre le web, de partager, de réussir à faire en sorte que les données soient librement réutilisables pour que les moteurs de recherche les réutilisent et donc du coup ramènent vers vos pages. Et donc c'est finalement tout un écosystème qui fait qu'on ne peut plus se permettre de faire uniquement son site internet personnel, institutionnel, mais qu'on a besoin d'être présent sur ces grandes plateformes, et ces grandes plateformes interconnectées entre elles, qui ont une capacité technique qui dépasse tout ce qu'on peut faire, y compris pour une institution très très importante. Du coup, on peut même se demander s'il n'est pas obligé de partager et de passer par ces plateformes extérieures, alors pas forcément toutes les plateformes, mais justement, nous particulièrement, où du coup, alors un exemple qu'on donne habituellement et que je ne me lasse pas de donner quand je fais des conférences, c'est en particulier tout ce qui est visibilité de la France au point de vue diplomatique, de la politique, etc., ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire que la France ne mettant pas à disposition des photos sous licence libre, nos ministres principaux, le président, le fleuron de la flotte française, etc., n'apparaissent sur Internet qu'à travers des photographies américaines, voire péruviennes, etc., c'est-à-dire de pays qui, eux, libèrent des photographies en les mettant sous licence libre. Et donc, c'est absolument scandaleux en ce qui concerne justement les choses qui tiennent à la politique française au sens propre, mais on a exactement le même problème dans la culture, et c'est quelque chose qui a été souligné dès le début par Pierre-Yves, puisque pour tout ce qui concerne la culture française, ce sont ceux qui partagent qui sont visibles, et quand on ne partage pas, on n'est pas visible. Or, on arrive depuis 2-3 ans à une période où l'open data, l'open content se développe en Europe du Nord et aux États-Unis. Et à partir du moment où vous avez le LACMA, le Getty, le Rijks, les musées de Stockholm, la National Portrait Gallery, le musée de Baltimore et ainsi de suite, qui mettent tout librement réutilisable, ou pour parler ne serait-ce que des institutions françaises, la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, la Bibliothèque interuniversitaire de médecine et ainsi de suite, il y a une concurrence telle dans la visibilité sur Internet
Internet qu'on peut se demander s'il n'est pas obligatoire de tout libérer, au risque de se retrouver complètement invisible et de ne plus exister du tout. Et l'expérience, alors là c'est le conservateur que je suis dans la vie privée qui parle, l'expérience est qu'on nous demande pour des expositions ce qui est numérisé. Ce qui n'est pas visible sur Internet, ça n'existe pas. Et en tant que conservateur, on passe notre temps à dire, non mais vous savez, ça c'est numérisé, mais c'est 2% de la collection, et on a plein d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes, et on peut discuter et chercher, mais les gens ne le savent pas, ne prennent pas le temps, sont feignants, on peut le regretter, mais c'est comme ça actuellement. Et donc, à partir du moment où on n'est pas sur Internet, on prend des très très gros risques à court terme, mais surtout à moyen et à long terme, et on peut se demander ce que la France deviendra si elle n'avance pas plus rapidement. Sachant que ces choses-là, on en parle très souvent pour des institutions d'une certaine taille, et nous-mêmes à Wikimedia France, on a tendance à mettre en valeur des partenariats prestigieux avec Versailles, la BNF, le Centre Pompidou, les Archives nationales et ainsi de suite, mais qu'il n'y a absolument aucune exclusivité et qu'il est très facile de mettre à disposition ces contenus, y compris pour des institutions de taille beaucoup plus faible. En particulier, on a par exemple travaillé avec les musées départementaux de la Haute-Saône. En gros, il y a un conservateur, un chargé informatique et bien d'autres choses parce qu'ils ne sont pas nombreux, trois gardiens, et c'est à peu près tout. Et le site principal est au musée de Champlit, à mi-chemin entre Dijon et Vesoul, où il n'y a absolument personne qui passe. C'est très joli, mais c'est au milieu de nulle part. Et ces musées de la Haute-Saône, justement, avaient des problèmes parce qu'ils n'ont aucun moyen, mais mettre à disposition sur une plateforme libre telle que Wikimedia Commons n'est pas un problème, mais c'est au contraire une solution. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de payer des disques durs pour mettre ça, pour mettre en tout cas leur numérisation en haute définition en ligne, parce que ça coûte trop cher, que c'est de la bande passante, que c'est du cloud, etc. Et sur Commons, c'est entièrement gratuit, avec juste un petit peu de travail pour faire en sorte que les métadonnées de la base Joconde matchent avec les métadonnées de Wikimedia Commons, mais ensuite ça va très très vite, et vous avez maintenant librement disponibles des milliers d'images en très très haute définition qui sont librement réutilisables, avec un informaticien qui a travaillé avec des Wikimédia. Donc ça fonctionne très bien, et chose qui n'a rien à voir, mais je passe d'un point à l'autre, que ça remplit complètement les missions qui sont celles des institutions publiques. Et sur ça, je voudrais donner un autre exemple, qui est celui des Archives nationales françaises, avec qui on travaille depuis 2013, où les Archives nationales ont précisément choisi de mettre en ligne les documents les plus importants pour l'histoire de France, c'est-à-dire de manière assez paradoxale, les quelques photos sur lesquelles ils gagnaient un petit peu d'argent en les vendant. Bon, bien évidemment, ça ne faisait pas un argent gigantesque et ça coûtait plus cher de gérer la vente que ce que ça rapportait. Mais ils ont choisi précisément ces documents-là parce qu'ils ont considéré que d'un point de vue éthique, ces documents font partie de la culture française et qu'il est important que tout le monde ait accès aux principaux documents liés au roi de France, au contrat de mariage de Molière, aux principales chartes anciennes et ainsi de suite, et que donc il est hors de question que des gens aient à payer pour avoir accès à ces questions-là. Justement, d'un point de vue juridique, pour terminer rapidement, je souligne également que quand on parle de plateforme extérieure, on parle de choses très très différentes. C'est-à-dire que pour certains, on parle de céder des droits de manière unique ou pas, et pour Wikimedia, personne ne cède de droit à personne. C'est-à-dire que c'est uniquement soit respecter le domaine public pour les documents anciens sur lesquels les photographes n'ont pas de droit parce qu'il n'y a pas de travail original, soit c'est accepter de mettre sous licence libre pour que ça soit librement réutilisable. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de biens qui sont communs à une société d'une manière générale, sans que quiconque profite de ça, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que ces documents appartiennent non pas à une institution, mais juste à l'État, à vous et moi, à une nation, et que ce soit librement réutilisable, non seulement par les 20 millions de visiteurs uniques sur Wikipédia en France et le demi-milliard dans le monde, mais par toute personne qui a envie d'utiliser ça. Et donc, je vais m'arrêter là. Oui, et surtout, merci Rémi. Alors, est-ce que tu évoques, un peu comme je l'ai fait dans l'introduction, le risque de marginalisation de la France dans l'univers numérique si on ne met pas plus d'images?
Du coup, est-ce que la proposition, enfin comment dire, le nouveau projet, le nouveau développement numérique de la RMN est une manière d'occuper l'espace, la nature, à horreur du vide, c'est encore pire dans le numérique. Donc, est-ce que c'est une réponse? C'est en tout cas un début de réponse. Alors après, il faudrait voir de quelle manière ça se passe et je serais très content de discuter avec toi, Roy, pour approfondir. Surtout, tu parles d'utilisation scientifique et pédagogique. Est-ce que c'est uniquement sur l'API ou est-ce que c'est pour toute réutilisation d'images? Enfin, est-ce que ça résout le problème des revues scientifiques qui se morfondent depuis des années sur les réutilisations d'images françaises? Non, ça ne va pas résoudre les problèmes du print. Hein. Là, on est sur des questions donc des online. Je voudrais réagir à ce qui a été dit parce que je pense qu'on partage les mêmes, je dirais, la même motivation donc d'ouverture et des partages, et bien évidemment de la présence des patrimoines et de la France. Et tu as absolument raison qu'il y a certaines choses qui, par leur manque, créent une distorsion donc d'image. En même temps, je pense qu'il faudra être assez clair et rentrer des coups dans les nuances de qu'est-ce que ça veut dire licence libre, réutilisation et les conditions que ça implique. Je ne suis pas sûr qu'on a donc les mêmes définitions de ça, et je ne suis même pas sûr que et de la gratuité, hein, ça aussi c'est un sujet important. Et je ne suis même pas sûr que dans les actions propres, hein, après de chacun de nos institutions, même chez Wikipédia, on sort véritablement à position claire là-dessus. 3 remarques par rapport à ces choses. Donc, gratuité, je disais, réutilisation et licence libre. Okay, je vais faire très rapidement parce que c'est des sujets complexes. Gratuité. Tous ici, on sait qu'il n'y a rien qui est gratuit. Enfin, tout coûte quelque chose, que ce soit donc des ressources humaines, des sous, enfin bref. Même les choses qui appartiennent à, je dirais, à des institutions publiques ou à le domaine public. Hein. Enfin, c'est des choses pour numériser, ça coûte de l'argent, pour mettre à disposition, ça coûte de l'argent. Après, la question comment on finance ça, c'est un autre débat. Majoritairement, c'est financé par nous, par les contribuables qui payent des impôts, hein, grosso modo. Hein. Donc, après, on ne les voit pas au moment qu'on l'utilise, mais on les voit à la fin de l'année qu'on paye nos impôts. Donc, il y a cette question-là de gratuité et d'institutions publiques qu'il faudra, je dirais, être attentif à la manière dont on l'utilise. La question de la réutilisation, je pense qu'il faudra réutiliser plus. Enfin, c'est comme on dit, ça fait partie de notre projet. Pour toute utilisation, réutilisation pour des fins culturelles, pédagogiques, d'information, je pense qu'il faudra faire mieux et plus. Par contre, pour des réutilisations commerciales, certes, il faut créer ces valeurs. Par contre, il faut que cette création des valeurs bénéficie aussi à ceux qui ont, je dirais, à l'origine, à ceux qui investissent des ressources dans la création de cette valeur. Je connais la contre-remarque de dire, mais sur le web, on ne peut pas tracer, on ne peut pas suivre, c'est l'Eldorado, enfin on ne sait rien. Certes, c'était vrai dans les années 2000 et encore. Aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas être à l'NSA pour savoir tout sur tout le monde et sur tout pixel qui se trouve sur le web. Donc il y a tout à fait des super moyens de suivre les différents types d'usages. Après, la question, est-ce qu'on l'utilise que pour traquer des terroristes ou on l'utilise aussi pour traquer des différentes créations de valeurs culturelles? Je ne sais rien, hein, ça c'est mais on ne peut plus accepter cette je dirais, slogan qui dit sur le web on ne peut pas suivre. C'est une première remarque. Et deuxième remarque, et je pense que c'est là-dessus est notre position, le fait de ne pas permettre n'égale pas à un interdire. Et d'ailleurs, le Rijksmuseum, ça c'est leur position, et c'est d'ailleurs c'est la nôtre aussi, dans la mesure où notre CGU vont dire qu'une réutilisation commerciale
nécessite une déclaration et derrière un partage. Comme le risque. Exactement. Après, ça ne veut pas dire qu'on va aller traquer ou fliquer, je ne sais pas qui a utilisé son... Voilà. Mais ça veut dire qu'on réserve les droits de le faire. Et s'il y a des vrais abus, on pourrait les faire. Et je pense que ça, c'est important, dans la mesure où, surtout pour nous, un établissement public qui manie des biens publics, d'être veillant à la manière dont ces biens publics créent des valeurs ailleurs. Et troisième et dernière remarque, par rapport aux licences libres. Licence libre est aussi devenue une sorte, je sais pas, enfin là on rentre dans un autre débat juridique, peut-être il faut avoir une autre fois sur les questions de Creative Commons et les différentes étapes de Creative Commons. Je vais me référer, il y a plusieurs niveaux de cette je dirais, liberté qui par rapport à Wikipédia, on sait que la licence libre, il est dans la mesure où on cite les sources. Donc, ce n'est pas complètement libre. Il y a une obligation de citer la source. Alors, c'est une sorte d'obligation. C'est la loi française, oui. Donc, c'est une obligation. Donc, c'est une licence libre sous condition. Il ne me paraît pas conceptuellement impossible d'imaginer d'autres interprétations de ces licences libres avec d'autres conditions. Alors, comme on ne va pas pouvoir ouvrir un débat, encore une fois, mais je pense que Xavier, on aura de quoi faire pendant les 4 heures, ou les 5 heures le 1er avril. Et on aura évidemment, on en a parlé avec Roy à plusieurs reprises, les sujets juridiques, ce sujet-là, et un autre sujet qui sont évidemment les sujets de droit d'auteur en domaine public, seront évidemment aussi évoqués. J'avais une petite question à vous poser, Leïsa. Parmi les œuvres que vous avez, il y a des œuvres d'art moderne et contemporain. J'ai vu que vous étiez sur Wikipedia Commons et vous êtes sur Google Art Project. Comment gérez-vous, dans ces cas-là, le problème des droits sur les artistes récents, Justement, comme vous avez très bien dit, rien n'est gratuit. J'avais commencé à dire que Google Art Project, ça ne nous a rien coûté pour utiliser leurs produits, mais en effet, ça nous coûte en payant les droits d'utilisation de ces images-là. Et c'est vrai que nous sommes contraintes. On ne peut pas mettre toutes les œuvres que nous avons dans le musée dessus parce que la facture sera trop élevée. Je veux dire, juste pour vous donner quelques chiffres, je paye de toute façon les droits pour exposer les œuvres pour mettre sur notre site institutionnel les œuvres qui sont dans notre musée, et je paye l'ordre de 24 € par œuvre par an pour pouvoir l'exposer sur notre site. Là, pour exposer sur Google Art Project, je suis à 45 € par œuvre par mois, avec une demande de renouvellement par mois. Et donc, en effet, c'est quelque chose que je pense que je vais gérer un peu à la carte. Je vais mettre pendant quelques mois les œuvres qui sont porteurs pour le grand public, les noms qui attirent du monde, du Cocteau, du Chagall, du Cézanne, Warhol. Et encore, il y a certaines successions qui n'ont pas donné le droit. Voilà. Ça a été dit tout à l'heure, Picasso, on ne peut pas le mettre. Certaines d'autres successions, on ne peut pas encore. Donc, c'est vrai que c'est très frustrant. Surtout, en plus vous avez parlé de notre petit musée qui est un peu perdu dans le fin fond de la France. Pour nous qui sommes un peu perdus sur ce village perché, c'est dommage qu'on ne puisse pas montrer aux gens et leur donner envie de venir voir justement cette collection qui est tellement riche et qui vaut la peine d'être vue, en plus dans un encadrement très joli qui est un petit village médiéval. Ça fait une sortie musée autrement que à Lyon ou à Marseille ou à Londres. On va tous venir maintenant. J'espère, je vous attends tous. Xavier, sur cette question de droit. Juste, en fait, pour revenir sur la notion de gratuité, en fait, et l'attention à porter à l'utilisation du bien public comme créatrice de valeur, moi je tiens juste en fait à dire que pour ce qui concerne l'institution que je représente, elle a été créée, elle a été fondée pour créer de la valeur, que cette valeur en fait soit intellectuelle ou économique. Donc, à partir du moment en fait, où nos collections sont des collections patrimoniales publiques, déjà payées par l'impôt, en fait, nous avons rempli notre mission et nous remplissons notre mission en fait, à la diffusion. Il y a peut-être une disparité en fait, par rapport aux œuvres, on va dire, culturelles, artistiques. Mais en tout cas, nous, c'est notre objectif, c'était le sens en fait, de cette introduction. Ouais. Non, je pense que c'est absolument louable et normal, et c'est super. Après, par rapport au droit, il
il faudra de toute façon qu'on s'opère dans les cadres des droits actuels. Ces cadres-là, on pourrait imaginer qu'on les fait évoluer, que ces cadres évoluent, mais en tout cas, il faudra qu'on s'opère dans ces cadres-là. Et les cas des institutions publiques, dans notre champ, qui est le champ des œuvres, des musées, des œuvres artistiques, je dirais, les travails, c'est l'avantage et la limite de la mutualisation qu'on voit dans la particularité de l'exception culturelle française. Si je me permets une petite remarque, on voit très bien comment des collections qui ont une taille finie, définie, arrivent à un moment donné d'investir temps et de numériser à une définition donnée leurs collections. Et à partir de ça, on rentre dans ce qu'on appelle les marges d'exploitation zéro, ça ne coûte plus rien, et donc du coup, en effet, ça répond à une autre mission, qui est la mission donc, de la diffusion. En même temps, il y avait le récollement qui est fait de 2014, qui terminait il n'y a pas longtemps, et on voit que de nos institutions publiques, on a des millions et des millions donc, des objets, très très loin d'être terminés, d'être numérisés, que ce travail-là devrait être continu. Il y a très peu qui sont numérisés dans haute définition, donc il y a des vrais travail à continuer à faire. Et il y a certaines œuvres, bien évidemment, qui ne sont pas, je dirais, dans le domaine public en termes de droits d'auteur, et que là-dessus, il faudra continuer à rémunérer les artistes. Donc, il semble logique qu'on ne peut pas, je dirais, autant que collectivité, laisser une licence libre à toute réutilisation ad finam aeternam. Juste pour préciser, on parle dans Wikimedia, sur Wikipédia de manière générale et sur Commons, uniquement de choses du domaine public et sur lesquelles la personne qui a fait la reproduction, soit n'a pas de droit parce que c'est une reproduction purement technique en 2 dimensions, soit qu'il a mis lui-même sous une licence libre. Mais tout ce qui est art contemporain n'est pas pris en compte, ce qui est un vrai problème du droit actuel, mais l'art, en gros, du XXe siècle n'est pas visible sur la Wikipédia francophone, en tout cas, puisque les anglo-saxons ont un autre droit, pour des raisons de droit d'auteur. Comme a dit tout à l'heure Roy, l'ouverture et le partage ne sont pas en question, ce sont les conditions de cette ouverture qui sont la vraie question. Et donc on en parlera largement le 1er avril, et on aura tout le temps effectivement de passer en revue les différents sujets. Juste pour revenir à ton API, comment tu imagines la manière dont le public va pouvoir s'approprier cette API? Une des premières actions qu'on voudrait imaginer, c'est des ateliers créatifs autour de cette API, donc ce qu'on appelle hackathon, et donc d'imaginer, là on va trouver la date ce printemps, pour se rencontrer avec donc des développeurs, des UX designers, des équipes créatives, pour imaginer des choses à faire, à mieux partager, à imaginer tant d'exploitations possibles avec ce fond d'image. Donc rendez-vous au printemps pour un hackathon de l'API, l'ARMN. Donc c'était première exploration du sujet. Alors je veux bien prendre une question, mais je crains qu'on revienne dans des sujets qui réclament des réponses longues. Tu avais une question, Françoise? Oh, ils sont sourds, c'est pas la première fois. Ils sont à la radio il n'y a pas longtemps. Oui, mais à la radio, on ne peut pas leur poser de questions. Alors, non, mais moi, j'ai une question très précise. Ils seront côte à côte le 1er avril. J'ai une question très précise. Il y a des tableaux du château de Versailles sur Wikipédia. Si je m'adresse au château de Versailles pour vérifier que je peux bien les utiliser dans un usage pédagogique et gratuit, j'ai comme réponse « Allez voir les RMN qui m'envoient un devis ». Donc, ça dépend si vous demandez au service commercial ou au conservateur, en fait. Oui, alors, heureusement que Roy vient de dire que ce qui était interdit était peut-être pas totalement interdit, donc je comprends que je peux m'en servir.
Le diable est dans les détails et dans les C'est conditions. une réponse très brève. Oui, non, mais j'ai pas dit. D'ailleurs, si ce que je disais, c'est que ce qu'on ne permet pas, ça ne veut pas dire qu'il est. Ce qu'on n'interdit pas, ça veut dire pas que c'est permis. Voilà, c'est ça. C'est ça que je disais. Et je voudrais donc. Alors, et c'est pour cela, je vais simplement pour ce bon exemple. Bien évidemment, si on adresse à la RMN pour avoir donc des images, il faudra préciser pour quel type d'usage, pour quel là, et derrière, il y a un devis qui pourrait être très minime pour des usages là et plus important pour des usages plus commerciaux. Et sur ces types donc des usages, on va faire évoluer donc nos grilles. Et si vous pourriez vous servir vous-même dans les conditions de l'API de ces images, on va vous dire, allez-y, faites-le, vous utilisez ces images-là. Hein, ça va être couvert par les règles d'usage. Bien évidemment, il faudra les suivre, enfin les remplir. Par contre, si ce sera donc d'autres types des usages hein, qui ne correspondent pas à ça, il faudra, je dirais, normalement prendre contact là, et parler, aux gens concernés. En même temps, et pour répondre à la question, c'est qui est sur Wikipédia, c'est parce que tu es très scrupuleuse, tu appelles. Si c'est sur Wikipédia, a priori, tu aurais pu imaginer que tu l'utilises ça sans demander. Par contre, et là c'est normal, et c'est tout à fait ce qu'il faut faire, hein, parce que c'est la BNF, parce que vous connaissez la règle, vous connaissez les gens, donc vous faites la démarche qu'il faut faire. Par contre, nos amis, je dirais des éditeurs chinoises, à la rigueur, ils ne nous adressent pas, hein, ils ne nous parlent pas. Et derrière, ils impriment les chefs-d'œuvre du musée de Versailles, ils créent une énorme valeur qui échappe complètement et à Versailles, et à la France, et aux contribuables français. Donc c'est ça que je voulais dire, qu'il faudra qu'on soit un peu rigoureux dans la manière dont on pose la question, quelle est l'utilisation, qui le fait et quelles sont les règles. Après, je ne vais pas dire si c'est un étudiant chinois, en l'occurrence, ou peu importe qui l'utilise, même si, enfin, je ne sais pas, même qui les font, hein, enfin, ce n'est pas le problème. Par contre, quand on a des usages massifs, commerciaux, qui échappent, on réserve les droits, et je pense que c'est tout à fait normal de revenir vers cette institution, compagnie, et demander des comptes. J'avais dit que ça allait être une réponse longue. Non, oh non, oh non. Je vous promets que vous serez côte à côte le 1er avril. Juste en une minute pour juste préciser les choses, parce que moi j'ai rien à vendre justement. Et qu'il y a juste deux droits qui existent. Il y a d'une part le droit d'auteur, et d'autre part ce que font jouer certaines institutions, le droit des données culturelles publiques d'après la loi de 78. Où, en gros, quand vous avez créé une donnée culturelle publique, c'est librement réutilisable, sauf dans le cas du culturel, où vous avez le droit d'imposer des conditions particulières. Et donc, certaines institutions, et c'est le cas de la RMN, font jouer le droit d'auteur sur ces photographies. Sur le 2 dimensions, le ministère de la Culture dit que c'est pas valable, et la jurisprudence non plus. Certains continuent, un juge seul peut trancher, la jurisprudence dit que c'est pas valable. Sur les données culturelles publiques, on n'a pas de jugement. Et c'est sur ça que jouent la plupart des archives départementales, la BNF, plein de structures. Là, on ne sait pas si c'est valable ou pas. On pense que non pour un certain nombre. Eux disent que oui, et seule une jurisprudence permettra de trancher. En attendant, le domaine public, pour l'instant, n'a pas une définition positive dans le droit actuellement. Ça pourrait éventuellement venir, c'est en discussion au niveau à la fois français et européen. Il faudra voir. Mais à partir du moment où la photo a été faite par quelqu'un d'autre que l'institution, c'est clair que c'est réutilisable. Si c'est fait par l'institution, c'est le droit des données culturelles publiques, où s'ils ont raison, ça serait en effet pas réutilisable, mais ça veut dire que toute photocopie devient une donnée culturelle publique dès que c'est un fonctionnaire qui appuie sur la touche. Donc ça va un petit peu loin et c'est un petit peu dangereux, donc il faudrait voir ce que dit un juge. Merci à vous quatre. Xavier, finalement, on va peut-être faire un hackathon, en fait, sur notre sujet. Pas 4 heures, mais peut-être à 24 heures.